Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endotrie, édition du 2 août 2026, donc vraiment l'arrivée du mois d'août avec tout ce que ça entraîne, le retour à l'école bientôt, les achats d'articles scolaires, donc profitez de votre journée aujourd'hui. On vous fait un résumé de l'actualité que nous avons présentée cette semaine. Entre autres, on a fini de parler du Conseil de l'ANORAD, donc quelques extraits du Conseil. On parle de nouvelles clips présentés par la SAAQ, donc en lien avec la prévention et des accidents, la sécurité routière. On a une petite recette de 2015, un retour dans nos archives. On vous parle de recettes de brochettes de poulet. On vous parle d'activités à la chapelle des Culs-de-Mer de Renaud-Loranger avec la dernière fin de semaine du festival Lanaudière et la bande-annonce officielle maintenant du film Villeneuve, l'ascension d'un champion qui sera présenté en première mondiale au mois de septembre et le lancement du film aura lieu à compter du mois de novembre. Sur ce, bonne écoute! « 6.3 Adoption du règlement 109-1-2026, modifiant le règlement 109-2020, régissant l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. » Je ne vous le lirai pas au complet, je vais plutôt vous le résumer rapidement en vous disant que dans le fond, on vient s'assurer que la municipalité n'est pas en contradiction avec le règlement sur l'utilisation d'eau potable actuelle. Comme vous savez, la municipalité travaille pour la communauté, travaille pour la collectivité. Donc, il y a des trucs que la municipalité peut effectivement faire. Et s'il faut arroser, je ne sais pas, je vais prendre un bel exemple, c'est l'exemple parfait, le terrain de soccer, parce qu'on risque de perdre la surface, on va le faire. La municipalité va le faire. Mais là, on vient se mettre en règle avec notre règlement actuel qui régit l'ensemble de l'utilisation de l'eau potable. Alors, il y a des choses que la municipalité peut faire que vous, les citoyens, malheureusement, vous ne pourrez pas faire. Mais ça fait partie du jeu. La municipalité travaille pour la collectivité, donc travaille pour le bien commun. Est-ce que j'oublie quelque chose, M. le maire? Ça va comme ça? C'est clair? Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 6.5. Je n'avais pas tourné la page. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 144-1-2026, modifiant le règlement 144-2025 sur la compensation et la tarification de la consommation d'eau. Donc, on a, c'est ça au mois de mars, je pense que c'était en mars, on a revu la tarification de l'eau potable. Et avec de nouvelles échelles, on peut dire, de nouveaux tarifs pour chaque catégorie, tout dépendamment du nombre de mètres cubes que les gens prennent. Il y a un tarif de base, puis après ça, si vous prenez plus que le tarif de base, il y a un montant. Ça ne change pas. Juste que les gens soient rassurés, là, on ne vient pas changer cela pour les gens là, qui sont sur l'aqueduc. Les tarifs ne changent pas. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait une entreprise qui était touchée suite à cette nouvelle grille tarifaire-là, je vais l'appeler comme ça. Et pour éviter justement de nuire à une entreprise d'ici en termes de compétitivité avec d'autres entreprises à l'extérieur, je pense à Lavellerie, Berthier, Joliette, donc pour éviter que cette entreprise-là soit, comment dirais-je, en tout cas, moins compétitive. Alors, on vient apporter une modification ici à ce règlement-là pour justement limiter la possible hausse que devrait subir cette entreprise-là. En gros, c'est pas mal ça. Ça va pour tout le monde? Donc, mais je rassure tout le monde, là, ce qu'on a adopté je pense au mois de mars, là, la nouvelle tarification, ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Puis il faut savoir que l'aqueduc, c'est un fonds qui est réservé, c'est un fonds qui en fait, les gens qui contribuent à ce fonds-là, c'est seulement les gens qui ont l'aqueduc. Et les argents qui sont payés par ces gens-là pour faire fonctionner l'aqueduc restent toujours dans le fonds de l'aqueduc. Voilà, on vient corriger ici, là, pas une erreur, parce que dans le fond, ça va être tarifé seulement à partir de 2027. Donc, l'entreprise en question ne subira pas les contre-coups si on l'avait laissé comme ça, puisqu'on va le changer ce soir avec la volonté du conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion. Ah, c'est l'avis de motion. Merci, monsieur. Parce que je vais trop vite dans mes documents. Donner avis de motion. Donc, avis de motion donné par M. Marco Boudreau. 10.1. Proposé, appuyé, résolu. Et là, ici, on parle des grands événements 2027. Donc, on parle, entre autres, de la fête nationale. Je pense qu'on peut même considérer que
Il y a les activités hivernales qu'on tient. Par moment, c'est la persévérance scolaire. Il y a l'Halloween aussi. Donc, pour les grands événements de l'année, on va voter une résolution ce soir qui va débloquer un montant maximal de 45 000 vous allez me dire, on est en juillet, puis on parle pour les grands événements. Donc, la fête nationale l'année prochaine, ça commence à s'organiser là. La scène, il faut la réserver un an d'avance. Les réfrigérateurs sur roues, les petites remorques réfrigérantes, il faut les réserver tôt. Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut commencer tout de suite à penser et à réserver, à signer les ententes. Feux d'artifice. Les artistes, oui, exact. Les artistes, feux d'artifice. Il faut réserver ça d'avance. Alors, on débloque un montant tout de suite pour permettre justement aux gens, là, au personnel de la municipalité, avec les membres du conseil qui siègent sur ce dossier-là, de pouvoir débuter immédiatement là, les réservations pour penser et imaginer les grandes fêtes de 2027. On en a parlé tantôt, on y reviendra à la prochaine session. On vous fera un bilan de la fête nationale, entre autres, pour que vous ayez les chiffres, mais aussi les différents événements, comment ça s'est passé. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche et qui est en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Groupe culturel 10.3, nomination. Je reviens à la politique, à la résolution juste avant, là, politique de gestion des bibliothèques Rivard-Tremblay. Elle est donc adoptée, elle va se retrouver sur le site Internet. Ça aussi, les gens, s'ils veulent la consulter, ça sera sur le site Internet de la municipalité. Groupe de travail culturel, nomination. On a lancé un appel de candidature. On a eu des réponses. On est très, très contents. Je vais vous les nommer. Alors, les gens qui veulent siéger sur la politique culturelle se sont dévoilés. Donc, Mme Mélanie Cormier, Mme Sarah Hospice, M. Félicien Isomi, Marie-Christine Paré, M. Mario Poirier, Mme Solange Richard et Mme Hélène Robillard. Alors, bienvenue. Bienvenue et vous aurez à travailler avec une jeune fille très dynamique à la culture, donc Sarah, pour ne pas la nommer. Et est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche et qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Point 12, Association forestière de la Naudière, adhésion. D'autoriser l'adhésion de la municipalité de Lanoraie à l'Association forestière de la Naudière et conséquemment, on autorise un montant pour une cotisation annuelle de 150 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Bolloli. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite? C'est unanime. Rockfest. Le Rockfest pour la santé mentale, campagne de financement. Donc, de verser un montant de 100 $ à l'organisme. Cet argent-là va être dédié pour la santé mentale. Donc, c'est une belle initiative. Puis c'est leur 13e édition en plus. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite, c'est unanime. Toujours en 12. Mira. Mira, c'est les chiens d'assistance. Campagne de financement, donc de verser un montant de 100 $ à la Fondation Mira pour leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, c'est unanime. Toujours en 12. Fondation québécoise du cancer, campagne de financement. Donc, d'octroyer un fonds de 100 $ à la Fondation dans le cadre de leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. J'ai perdu ma conjointe le 20 février 2012 suite à un accident de la route. À ce moment-là, ma fille avait 9 ans, mon garçon avait 12 ans. J'étais patrouilleur, j'étais celui qui allait annoncer les décès dans les familles suite à des accidents. Les accidents, ça arrivait aux autres, ça arrivait... C'est pas quelque chose que je pensais qu'un jour me serait arrivé. Cette journée-là, j'avais travaillé de nuit la veille. Il était environ midi. Ma fille vient me réveiller. Elle dit « Papa, il y a 2 policiers qui veulent te voir dans le salon. » Fait que aussitôt que je suis sorti de la chambre, je suis arrivé dans le salon, j'ai vu les 2 policiers de Châteauguay. Tout de suite, j'ai compris. « Où êtes-vous le conjoint de Julie Saint-Arnaud? » J'ai dit « Oui, elle est décédée d'un accident d'auto. »
Fait que c'était l'annonce. Là, c'était l'effondrement. J'ai ma petite fille à côté qui apprend la même nouvelle. Elle a 9 ans. Elle crie, elle hurle, elle veut voir sa mère. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant de 9 ans qui vient de prendre sa mère? Il me dit, votre fils aussi était dans l'accident. Quand on est arrivé à l'hôpital, mon fils est entre la vie et la mort. Je savais pas. Je savais pas ce qui allait arriver. Il est plâtré de la tête aux pieds. Il y a des tubes absolument partout. Qu'est-ce qu'un enfant fait normalement quand il va pas bien? Il cherche qui? Sa mère. Et là, la psychiatre, elle m'explique, ben il va falloir que ce soit toi qui dise que sa mère est morte. Puis elle dit, en plus, à cause de sa commotion cérébrale sévère, ça se peut que dans 5 minutes, il te redemande « est où sa mère? » Mais ça, je l'ai fait à je sais pas combien de reprises. Et je revois encore l'image. Tout ce que tu vois sur la face de ton fils, là, c'est des larmes coulées comme ça. Il peut même pas s'exprimer, tu peux même pas le serrer dans tes bras parce qu'il est branché de partout puis il est pété de partout. À un moment donné, je pose des questions. L'accident. À cet endroit-là, c'est une route en rencontre, puis elle attendait pour tourner à gauche. Et elle s'est fait emboutir par un véhicule. Mais la force d'impact était tellement grande qu'il n'y avait plus de valise, il n'y avait plus de siège arrière. Imaginez si ma fille avait été sur le siège arrière. Aujourd'hui, je vous rassure, là, tout le monde va bien. Je vais bien. Mon garçon va bien. Ma fille va bien. Parce que ma fille est dans la police également, dans la Sûreté du Québec. Je pense qu'à quelque part, je veux pas que cet accident-là soit arrivé pour rien. T'sais, si cette histoire-là peut servir, bien, servons-nous-en, puis tant mieux si ça peut, à quelque part, sauver des vies. Tout le moins faire réfléchir les gens. Lorsque j'étais très jeune, là, je jouais dans la rue avec une amie. J'ai failli me faire frapper par un automobiliste qui était en état d'ébriété. Après ça, ça a fait que j'ai voulu m'impliquer dans la société pour essayer de freiner ce type d'accident-là, ou en tout cas essayer d'avoir l'espoir, parce que mon ami avait failli se faire frapper aussi, était avec moi. Tous les accidents qui vont être mortels ou avec un risque pour la vie, ça va être des dossiers qui vont nous être transmis là, à mon unité. Donc, en 24 années de police, bien, j'ai eu à côtoyer beaucoup d'humains qui ont été soit affectés par un accident mortel ou témoins d'événements. C'est sûr qu'il faut aller porter assistance, c'est sauver la vie, c'est notre travail. Par la suite aussi, il faut s'occuper des gens là, qui sont victimes d'accidents ou les gens qui vont être témoins. L'annonce de décès, c'est probablement la chose que les policiers redoutent le plus à faire parce qu'on s'entend qu'on le sait qu'on ne sera pas porteur de bonnes nouvelles. La pire chose à faire, c'est l'annonce de décès d'un enfant. J'ai eu un enfant dans ma carrière. On peut pas être insensible à ça. Excusez, je vais être émotive, mais qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, les enfants, c'est la vie. Donc, c'est sûr qu'après, on va avoir des sentiments particuliers. Ces familles-là, ils vont rester dans notre cœur. C'est des gens qui n'ont pas choisi de vivre ça, que nous, on s'impose dans leur vie pour venir leur annoncer ça. Il faut être très, très délicat dans notre façon d'amener les choses. Leurs vies peuvent changer à jamais en une fraction de seconde. Malgré tout ce qu'on peut voir dans notre travail, le but ultime de tout ça, c'est d'aider puis d'essayer que des événements malheureux ne se reproduisent pas, là. Un simple geste, des fois une inattention qui va causer un accident, va changer la vie d'une ou plusieurs personnes à jamais. Donc, on se doit, je pense, comme personne, être des exemples pour nos jeunes sur les routes, dans notre comportement, que ce soit notre comportement routier ou notre comportement verbal, même dans l'auto. Nos enfants, ils sont tout petits, sont dans les coquilles en arrière, ils vieillissent, puis ils vont nous entendre, ils vont s'imprégner de notre comportement lorsqu'on est sur les routes. Je pense que des fois, on l'oublie. Annoncer à un proche là, qui ne s'y attend pas du tout, le décès d'une fille, un frère, un parent, pour moi, c'est un des aspects que je redoutais le plus au début de ma carrière de policier. J'ai eu à faire face à une sortie de route à l'été 2025. Le véhicule est atterri dans le terre-plein central, a fait plusieurs tonneaux.
et est tombé sur le toit. Une des causes de l'accident probable est la fatigue. Une jeune fille très responsable qui s'occupait du comité étudiant de son école, puis elle a pris le volant, elle voulait rendre service à ses amis. J'ai dû suivre la jeune conductrice à l'hôpital. Puis à l'hôpital, le décès a été constaté par le docteur. Et en tant que policier, c'est à nous d'annoncer la chose. Et sont arrivées d'abord les sœurs de la conductrice. On a dû leur annoncer la nouvelle. Et la réaction émotive est tellement forte et tellement lourde. Ces personnes-là qui sont dépassées de voir leur sœur là, qui est morte au début de la vingtaine. C'est très difficile, c'est très dur d'annoncer cela. Là. C'est une charge émotive là, des plus lourdes comme on n'a jamais vu dans notre vie. C'est tout à fait comprenable que les gens s'effondrent. C'est pas une marque de faiblesse ni rien. Mais ça m'a marqué. Je le sais que c'est un aspect important, même essentiel à notre travail, que ça leur soit annoncé d'une façon professionnelle, douce. Ma philosophie, c'est si ça devait m'arriver puis qu'un policier devait annoncer cela à ma mère, comment je voudrais que ce soit fait? On fait face à la mort, puis c'est assez brutal des fois, comment ça peut arriver. Ouais. Je pense qu'on s'y habitue jamais réellement. Ça va toujours nous frapper. Ce que je peux dire aux gens qui pourraient peut-être les aider, considérez que les autres conducteurs autour de vous, c'est votre père, votre mère, votre grand-mère, votre frère, vos sœurs. À ce moment-là, vous allez peut-être mieux adapter votre conduite. Notre objectif, c'est de donner des réponses à la famille. Parce que virtuellement, il va y avoir des annonces de décès, ou il y a eu peut-être déjà eu des annonces de décès. Puis on va être mis en contact avec la famille comme enquêteur collision. Je suis enquêteur collision niveau 2 depuis le courant de l'année 2024. Je suis appelé à me diriger sur des scènes de collision. Mon rôle, c'est de venir chercher des éléments factuels qui vont nous amener à bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Habituellement, c'est dommage, mais quand j'apparais dans la scène, le conducteur ou les passagers sont souvent partis à l'hôpital. Je vais essayer de partir du début, le premier fait qui a mené à la collision, et là, j'observe. J'observe s'il y a des traces de freinage, j'observe s'il y a des traces de dérapage, j'observe est-ce que j'ai des biens physiques qui pourraient m'aider dans mon analyse de la scène. Ça fait que je m'approprie la scène, ensuite je la comprends et je vais la marquer pour la documenter, des photos, des mesures. On va faire des scans, un environnement 3D de la collision. Souvent, on va se déplacer à l'hôpital pour correspondre les blessures de la victime avec les dommages sur le véhicule. Vu que la plupart du temps, ma conclusion est un facteur humain, la plupart des collisions auraient pu être évitables. Le but premier, là, c'est de comprendre. Et de chercher tous les éléments pour répondre aux familles. Essayer de leur donner une certaine paix d'esprit puis donner des réponses à leurs questionnements qu'ils n'ont pas. Ils ont juste le résultat. Puis le résultat, il est horrible. C'est la pire nouvelle qu'un membre de la famille peut avoir. Quand on est rendu à donner des réponses à la famille, c'est comme le sentiment d'accomplissement de notre travail. T'sais. Un véhicule qui quitte la route, qui va s'emboutir dans un muret de béton, ben les gens vont dire « Oh, est-ce que c'est une tentative de suicide? » Mais peut-être que c'est un malaise aussi. Le pouvoir que j'ai, entre guillemets, c'est de chercher tous les éléments pour répondre aux familles. Puis des fois, c'est une des petites consolations qui peut aider à faire le deuil. Il y a mieux à être en paix avec ce qui s'est passé dans tout ce drame-là, qui est la collision mortelle, par exemple. Mais la vitesse, à mon humble avis, c'est un des éléments les plus importants, les plus contributifs dans une collision. Il y a beaucoup de collisions qui surviennent dans le parcours qu'on fait tous les jours. Ça fait que si on met pas la ceinture pour, par exemple, faire 1 kilomètre pour aller à l'épicerie, ben on est souvent dans ce temps-là, dans ce kilomètre-là. Fait qu'il y a plus de chances qu'il nous arrive quelque chose. Je trouve que les gens ont beaucoup tendance à penser qu'ils sont des très bons conducteurs. Diminuez votre vitesse. Lâchez vos cellulaires. Ça impacte plus que vous le pensez, tu sais. Un véhicule, bien que c'est un privilège qu'on lui donne de conduire un véhicule, mais c'est pas un droit, là, vient avec des responsabilités. Diminuez votre vitesse, n'utilisez pas vos appareils électroniques dans votre véhicule. On vient de sauver un énorme pourcentage des collisions sur la route. Un énorme.
Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes de retour à nos petites recettes d'été avec l'émission Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon, Danielle? Eh bien oui, cette semaine sur le balcon, nous allons manger une traditionnelle brochette de bœuf. Il faut quand même... qui dit été, qui dit barbecue, va dire bœuf. Je pense que c'est quand même... Tout à fait. Comment je peux dire ça? Le repas mâle, je pourrais dire, de préférence, là, que c'est si on mange. Et moi, comme vous le savez, je suis toujours un petit peu à l'avant-garde ou mettre ça un petit peu simple pour réussir à faire une recette. Donc, vous allez pouvoir me donner pour commencer du vin rouge. Oui. N'en abusez pas. Très On en a déjà abusé un petit peu du vin rouge, mais on va continuer. Et dans le vin... Moi, je prends un sac comme ça, c'est parce que c'est pratique, puis tu te casses pas la tête pour... OK. On va serrer ça. Je vais avoir besoin d'huile. D'accord. Et voilà. Que je mets encore là, comme on dit. Vous allez au pas goût. mal à l'œil, là. On y va à l'œil, oui. On y va. Maintenant, dans ma brochette, avant de rajouter ma viande, moi, j'aime toujours mettre un petit peu de moutarde de Dijon. OK. C'est un petit peu fort quand même, ça. Pas Oui, en oui. mettre trop, là. Non, vous avez bien raison, mais moi, j'aime bien ça. Ça donne du goût. Oui. Et aussi, ça permet tous ces condiments-là dans notre vinaigrette, dans notre sauce. Ça nous permet d'attendrir notre viande. Si on a une viande un petit peu moins, si on ne prend pas une coupe, justement, on pourrait dire filet mignon ou bœuf Angus, parce que c'est sûr qu'on est conscient que ça coûte quand même assez dispendieux maintenant du bœuf. On peut prendre une viande un petit peu... Et là, vous avez mis des petites échalotes. Des petites échalotes, c'est ça. On peut prendre une viande un petit peu moins de qualité, mais ça nous permet d'avoir une bonne brochette qui va être... Et ça, là, c'est pas grave si sont coupées grosses comme ça. Là, Ben non, le but, c'est ça. C'est ça, il faut que ça soit massif. Comme on l'a dit, c'est mâle. Et normalement, en principe, On ferme le tout on ferme tout et ça nous permet de macérer notre viande en sécurité. en sécurité, sans faire de dégâts. Ça, c'est toujours l'objectif de la chose. Et normalement, je vais le mettre au frigo environ minimum 2-3 heures. Ou nuit, c'est sûr que c'est comme l'idéal. OK, pour que ça macère. Donc, nous allons les porter au frigo. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Notre viande, comme on s'est parlé tantôt, après quelques heures de macération, notre viande est prête à être embrochée, comme on pourrait dire. Et nous allons maintenant préparer notre brochette. Et ça, je fais ça vraiment, on pourrait encore là dire au goût du jour. Moi, j'aime beaucoup prendre les légumes qu'on a de saison, que si c'est au début de la saison, bien, ça peut être des... Aujourd'hui, on a mis des piments, des oignons, mais ça peut être des champignons, ça peut être vraiment qu'est-ce qu'on a sous la main. Et là, on va mettre notre préparation dans un plat. Premièrement, pour pouvoir récupérer les morceaux de viande. Et par la suite, on va faire notre brochette. Et la sauce, normalement, je ne m'en sers pas pour Je peux m'en servir un petit peu pour arroser la viande, mais malheureusement, on ne la conserve pas. Là, Parce qu'elle a peut-être, à cause qu'elle a trempé dans la viande. Ben c'est ça, à un moment donné, il faut quand même éviter les transmissions de bactéries. C'est cela. 1, 2, 3, 4. Mettons, par exemple, j'en prends un autre ici. Un petit rouge, là. Hein? C'est ça, oui. Je vais suivre vos conseils. Tenez, on va se mettre ça en rouge. Tenez. On va en faire une ici. Et je vais faire une deuxième brochette. Là, à la grosseur de la brochette, je vous avoue qu'on en mange une, puis... Oui, moi, personnellement, là, je veux dire, ça serait pour moi, ça serait une portion même, je vous dirais double, là, dans le sens que je m'organiserais pour partager avec quelqu'un. Mais un homme, je vous dirais, c'est une portion d'homme. Là, je veux dire, c'est une portion qui est... Quand on fait des brochettes de poulet, on peut rajouter des fruits. C'est très bon avec des pommes, des ananas, Oui, c'est bon. Ça, c'est toujours des choses qui sont... Sucré-salé, c'est bon. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de... Innover. C'est ça, ou de se mouiller, comme on dit. On n'a pas bien choix. On va le mettre comme ça. Et c'est sûr, vous allez voir, on a déjà des préparations. Tantôt, on va pouvoir faire des dégustations. Donc, on va faire cuire nos brochettes. Oui, ça vous aurait pris un petit quelque chose? Non, c'est beau. On va survivre. Que je le fais toujours sur un feu très vif. On va partir nos brochettes.
Et là, est-ce que je peux oser vous demander combien de temps on les laisse ou bien si vous vérifiez toujours? Moi, je vous dirais que c'est la cuisson de ta viande est vraiment selon tes goûts. Ah, Que C'est OK. sûr qu'il y en a qui aiment ça très bien cuit, il y en a qui aiment ça saignant, il y en a qui aiment ça plus, comme ils disent... Donc, c'est mieux de vérifier. C'est sûr que là, je vais le faire au moins 3-4 minutes, saisir. Après ça, je vais le retourner, puis après ça, OK. on va faire la cuisson. OK, c'est bien. Bon, bien, à tantôt. OK. Donc, nous sommes de retour, Linda, pour terminer notre plat de brochette. Ah. Nous avons pas mal terminé la cuisson, comme je disais tantôt. Comme vous avez pu le constater, on a quand même mis un petit peu de rappel de vinaigrette sur la viande. OK, on a rajouté... Moi, j'ai arrosé. OK. J'ai arrosé la viande. On va faire une dernière petite... Et là, quand vous dites vinaigrette, c'est ce que vous avez préparé? Qu'est-ce qu'on avait préparé tantôt, oui, c'est ça. Donc, je rajoute un petit peu de vinaigrette ici qui permet d'avoir une bonne viande juteuse. Et les pièces vont être prêtes à manger. Et voici nos brochettes. On pourrait dire d'inspiration bavette de bœuf avec une petite sauce à l'échalote et au vin rouge. Ça va être délicieux. C'est ça. Cette année, on a changé un petit peu, je pense, on pourrait dire le modus operandi, qu'on pourrait dire de nos recettes. À la fin, on a décidé de faire une dégustation générale de tous nos produits, que tantôt, on va s'asseoir et on va pouvoir faire des tests de goût avec tout C'est ce pas qu'on va moi qui voir. va vous dire non, ça. D'accord. OK. Merci. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et nous revoilà à nos petites recettes d'été. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Mais là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on boit sur le balcon. Hein? C'est beau comme ça. Alors là, on a des petites recettes là, de drinks d'été là, qui vont vous donner de l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire. Alors, moi, je commence avec une recette de cocktail, on appelle ça comme ça. Il y a Sans pas- alcool, Non, il n'y a hein? pas de C'est boisson ça. dans le mien, je suis sobre. Et c'est cocktail miel et cocombe. Miam! Oui. Donc, vous prenez tout bonnement une canne de Minute Maid. Excusez-moi. Là, tasser fait- le tout. Oui, on va tasser un petit peu. Congelé, c'est facile. Hein? La limonade. On l'a tout mis. Et vous ajoutez des cocombres. Est-ce qu'on les ajoute tous? Ah, ben là, tantôt, on a exagéré. Vous vous rappelez l'autre recette qu'on a faite la semaine passée? Bon, on va essayer de se retenir un petit peu. On va en mettre. Juste Mettez-en. que là. ce soit beau, mettons. Oui, oui. Bon, Pour que ça voilà. ça goûte, puis c'est du décorum en même temps. Voilà. Et voilà. Et là, vous pouvez mettre des limes, parce que ça donne beaucoup de goût. On y va aussi. Allez-y au pif, comme on dit là, en Bon, québécois. voilà. Bon, OK. Et puis, on a aussi des melons de miel qu'on rajoute. Mettez-en encore un petit peu, parce que c'est quand même bon, les melons de miel. Ça va ajouter un petit goût sucré. Oui, oui, ça va c'est venir ça. jouer. C'est ça. Je vais en mettre encore un peu. OK. Et nous avons aussi des petites feuilles de menthe fraîche, une dizaine. Parfait. Prenez-les toutes et mettez-les dedans. Voilà. Parce que là, on ne se mettra pas à les Oui. compter quand même. Non. Il faut aller avec notre inspiration. Voilà. C'est ça. Et pour conclure le tout, ouvrez-moi ça, Oui, s'il te plaît. on la met toute. Oui. C'est Est-ce une que- Pellegrino. Oui, c'est ça. Finalement, c'est de l'eau gazifiée. Parfait. Il donne un petit goût pétillant. Oui, c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Et nous brassons le tout. C'est beau, hein? C'est très beau. Ça a l'air très rafraîchissant comme breuvage. Oui. Par exemple, pour terminer, pour que ce soit encore plus rafraîchissant, Oui. ça nous prendrait de la glace. Est-ce qu'on a de la glace? Ben oui, regardez. Ah, miracle, on a de la glace. Et Bon, voilà. Parce que ça, c'est bon quand c'est froid. Je peux le mettre au frigidaire un petit peu aussi avant de le servir, là, mais de toute façon, avec la glace, il va venir froid. Alors, tout à l'heure, on va goûter à ça. Et voilà, c'est terminé, c'est pas compliqué. Facile? Facile, facile. Alors, c'est à votre tour, ma chère. Oui, une recette sangria blanche. Alors, très simple encore une fois. Une bouteille de vin blanc. Pour les besoins de la cause, nous, on va restreindre
Bon, je pense que comme ça, c'est correct. On n'est pas obligé de mettre toute la bouteille. Non, c'est ça. Il en reste juste un petit peu, mais c'est ça. Pour les besoins de l'émission, on ne fera pas la recette complète. Ensuite de ça, on met une demi-tasse de vodka. Et là, j'ai emmené ma petite... La vodka est ici. On va mesurer comme il faut. Je vais en mettre peut-être le quart, disons, pour... Oui, il ne faut pas quand même en mettre trop. Non, là, c'est ça. parce que c'est quand même assez fort. Bon, je dirais que comme ça, là, ça a bien de l'allure. Déjà qu'il y a du vin. Oui, c'est ça. Voilà. Non. Ensuite, ensuite de ça, on ajoute du jus de lime. Très populaire l'été, la lime. Hein? Le citron, la lime, c'est toujours des... Oui, c'est ça qui rafraîchit. Donc, voilà. T'en mettais pas mal quand même. Hein? Oui, bien, il disait 2 jus de lime, là, donc c'est quand même assez. Ensuite, on met le sucre qui est ici. Oui. Donc, ils disent de mettre une demi-tasse de sucre qu'on met, question de venir un peu équilibrer avec l'acidité de la lime et de la vodka, du vin. Oui, merci beaucoup. Ensuite de ça, on a déjà les glaçons. On va mettre des feuilles de menthe pour que ce soit un petit peu plus joli. Il y a des glaçons et le tour est joué, tout le monde. On va ajouter aussi, je pense, un petit peu de lime. Là. Ça va comme amener à ajouter un petit quelque chose. Ah, merci beaucoup. On a des mains magiques qui viennent se promener dans... On est très aidés. Et voilà. Oui, vous avez la main forte, hein? Et là, alors là, on brasse. Et petit truc, si vous voulez que le sucre puisse se dissoudre un petit peu plus rapidement, le mettre dans de l'eau chaude avant de l'intégrer à la recette, okay. C'est un petit peu plus facile. Facile à brasser. Voilà. Et le tour est joué. À se mélanger. Bon, bien, ça va être bon à goûter, ça aussi. Oui. Ben bravo. Merci. Bon été, tout le monde. Bonne dégustation. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Bonjour, mesdames et messieurs. Nous revoilà encore pour une recette d'été à l'émission Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Alors, Danielle a une autre recette pour nous. Oui, et c'est aujourd'hui. Maintenant, la tendance est beaucoup au tapas, aux petites bouchées. Là, tu prends un verre de vin, tu manges, puis tu n'es pas obligé que ce soit un repas vraiment, on pourrait dire, conventionnel. Ça peut être gastronomique, mais moins conventionnel, dans le sens avec un entrée, plat principal. Ça, souvent, maintenant, c'est des petites bouchées que tu peux prendre sur le bord du patio avec des amis, avec des alcools. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire, c'est une petite tartinade au saumon, qui est très, très bonne. Vous la voyez, je vous dirais, assez régulièrement dans les épiceries, mais quand on essaie de la faire nous autres mêmes, c'est très facile et ça devient encore plus économique que de l'acheter en magasin. Donc, dans le fond, vous avez un fromage Philadelphia on pourrait dire que j'écrase, que je mets en crème, que je le défais un peu en crème. À ça, je vais rajouter de la mayonnaise. Donc, il va devenir un petit peu plus, on pourrait dire, onctueux. Donc, on va avoir on va tasser ça un petit peu. On va y donner un petit peu d'onctuosité. Par la suite, qu'est-ce que j'ajoute? C'est de la ciboulette. Moi, j'aime beaucoup ciboulette. Oui, c'est bon, la ciboulette. Ça donne un bon petit goût. Je vais rajouter, on va quand même l'incorporer un peu, faire un premier mélange. Et c'est sûr qu'à la longue, notre fromage en crème devient plus onctueux. Là, plus de moton. C'est ça, exactement, il devient vraiment plus. On rajoute, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà coupé, j'ai pris un saumon fumé, là, les fameuses tranches de saumon fumé que j'ai coupées en lanières. Et c'est sûr que quand tu aimes beaucoup le saumon, ben, tu peux te permettre d'en mettre un petit peu plus, d'en mettre une quantité un petit peu plus intéressante. Je vous avoue humblement que souvent sur le déjeuner le matin, je me fais ça et ça devient, sur une toast. Là, c'est nourrissant en partant. C'est une bonne petite toast avec ça, là, ça devient très intéressant. Comme ça. Et maintenant, pour aider un petit peu à l'onctuosité, je rajoute un petit peu de jus de limette. Et là, c'est un petit peu une recette à l'œil, ça, là. Hein? Oui. Ouais. Moi, j'assume que je suis très... Vous prenez les ingrédients et vous faites les proportions que vous voulez, dépendant qu'est-ce que vous aimez. C'est ça, vos goûts personnels. Il y en a qui vont aimer plus
juste un rappel du saumon. Il y en a d'autres qui aiment plus de saumon. C'est vraiment au goût. Et la petite touche, bien, je rajoute des amandes. Ah oui, c'est spécial. Vous allez voir, ça fait vraiment un bon petit goût. Donc, vous avez le mélange qu'on peut, je m'en ai dit, laisser reposer au frigo facilement. Et c'est quand même, ça a quand même une très bonne durée de vie, là. Est-ce que vous le mettez au frigo avant de le manger ou ça se mange directement? Ça pourrait se manger directement, voyez-vous, là, au nom de curiosité, mais ça se conserve très bien au frigo, là. Moi, je vais le mettre dans un plat ici et ça se conserve au frigo. Tenez. Que là, tu peux le prendre, tu peux l'étendre sur, comment je pourrais dire, un petit crouton de pain. Vous avez du crouton, vous pouvez prendre des biscottes, vous pouvez prendre plein de choses pour le... Et si vous le rendez un petit peu plus onctueux, c'est ça qui peut faire trempette aussi, si vous voulez. Oui, oui. Là, alors, à la place de la mayonnaise, peut-être j'aurais mis de la crème sûre, mettre un petit peu plus liquide, puis ça vous aurait fait une trempette excellente. On peut quasiment faire une trempette à fondu. Non, ça non, je vous dirais non, malheureusement. Non, parce que ça prendrait vraiment que ce soit une parce que vous avez déjà du saumon. Oui, là. ça, on a déjà du saumon que ça, si, ça serait une petite trempette, une mousse saumon et amande à la ciboulette. Eh bien, très original. Merci beaucoup, Danielle. Bienvenue. À la prochaine. J'ai entendu pour la première fois la guitare de Martin Verreault au Masquis Jazz, ce petit festival, ce sympathique festival de jazz qui a eu lieu à Saint-Gabriel de Brandon à l'automne 2025. Et ça m'a séduit. Bonjour Martin. Bonjour Daniel. Donc, moi, j'ai un parcours musical essentiellement, en fait, j'ai étudié en guitare classique. Ça, c'est ma formation que j'ai complétée il y a ça de nombreuses années par une maîtrise avec Alvaro Pierri à l'Université de McGill. Mais depuis le début que je fais de la musique et entre-temps, ça m'a toujours habité, je cultive l'éclectisme. Donc, je touche un peu à tout, en plus du classique. Et j'ai fait beaucoup de musique latine aussi, parce que l'instrument, on veut pas, hein, c'est un instrument latin. Fait que c'est dans l'ADN de l'instrument. Donc, j'ai eu beaucoup de projets qui m'ont appelé à faire ça. Et quand je compose de la musique, sur cet instrument-là, il y a toujours une saveur latine. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben allons jusqu'au bout de l'idée, puis on va faire un projet. Je vais faire un projet solo où je vais avoir mes compositions, mais aussi des arrangements de musique traditionnelle, mais dans mon style à moi. Donc, évidemment, je ne les fais pas de façon folklorique, ce qui fait qu'au bout du compte, on a beaucoup de contrastes. Quand je présente le projet guitare latine jazzy, c'est justement essentiellement cette musique-là. La musique de mes compositions, qui sont dans un style jazz latin, et évidemment des pièces latines pour ponctuer ces compositions-là. Donc, c'est ce qu'on va entendre au Cénacle le 30 juillet prochain. En parallèle à tout ça, je suis également enseignant ici, même au Cégep de Drummondville, au département de musique. Je suis enseignant en guitare classique. D'ailleurs, on vient juste de terminer la session, puis on a eu vraiment un beau groupe là, avec des étudiants talentueux. Puis il y en a toute une grosse volée qui viennent nous rejoindre en automne, puis j'ai bien hâte de leur enseigner. On va entendre ça au Cénacle avec beaucoup de bonheur. Donc, c'est un rendez-vous pour toute la population. Alors, les spectacles, jeudi 5 à 7 du Cénacle, ce sont des spectacles offerts gratuitement à la population par la Corporation du patrimoine de Berthier à la Chapelle des Cuthberts. Vous apportez votre lunch, votre pique-nique, ou vous commandez votre lunch auprès de notre partenaire qui est l'Atelier Raffiné à Berthierville. Vous arrivez vers 5 heures, vous vous installez dans ce site merveilleux qui est le site de la Chapelle des Cuthberts. Et vers 6 heures, notre artiste s'installe pour une bonne heure de musique jazz latin à la guitare. Alors, tout ça a lieu le 30 juillet. Bienvenue à tous.
Puis là, on se retrouve la dernière fin de semaine. Et voilà. Déjà la conclusion. La conclusion. La conclusion de notre beau et grandiose festival. Et c'est grandiose aussi. On a droit à 2 concerts de l'OSM avec Raphaël Paillaré à nouveau. Le vendredi soir avec Marie-Nicole Lemieux. Oui. Tiens donc, Marie-Nicole, grande chanteuse de chez nous. De chez nous, oui. Qui, elle non plus, ne s'était plus produite au festival depuis très longtemps. Dans mes entrevues au printemps, j'ai pas arrêté. J'en ai parlé aussi d'ailleurs. J'ai dit, tu sais, j'arrête pas de dire dans mes entrevues que je commençais à me sentir, non, mais c'est ma faute parce que c'est quand même, c'est moi qui l'invite. Ouais. Puis j'ai dit aux gens, aux journalistes, à tes collègues, j'ai dit, là, en fait, il était temps que je l'invite parce que je pense qu'elle allait commencer à se dire, il me boude. Il boude, c'est ça, il m'invite Pourquoi, pas. Pourquoi, là? Y a-t-il quelque chose? Ouais. Non, mais Marie-Nicole, en fait, dans les Nuits d'été de Berlioz, dont elle est probablement assurément une des plus grandes interprètes aujourd'hui. Ça, c'est le rêve absolu, là, les Nuits d'été à l'amphithéâtre, comme ça. Et Une vie de héros de Strauss. Okay. Hein? Strauss, qui est aussi, encore une fois, là, tranquillement en train de devenir une spécialité de Raphaël Paillaré. Merveilleux poème symphonique avant la tournée de l'OSM là, en Europe à la fin. Il va être avec Madame Lemieux en Europe? Okay. Oui. Et le samedi, encore avec l'OSM, premier concert au festival de Bruce Liu, pianiste montréalais, lauréat du concours Chopin en 2021, rien de moins, dont la carrière a explosé depuis. Non pas 1, mais 2 concertos. C'est souvent, ça j'essaie de faire ça le plus possible, d'avoir 2 concertos, parce que ça sort justement un peu de l'ordinaire. Normalement, ça se passe pas comme ça. Ouais. Ça permet de vraiment mettre en valeur le Exactement. Donc, 3e de Prokofiev, 3e de Tchaïkovski. Et c'est une soirée, en fait, c'est un programme russe avec aussi une suite de Prokofiev qui va être, elle aussi, interprétée par l'orchestre en tournée. Et puis, la grande conclusion, comme dans les dernières années, en apothéose. C'est rendu une tradition, là. C'est rendu... Avec Yannick, exactement, Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain. Un opéra intégral en version de concert ici à l'amphithéâtre avec un peu en avant-première du Metropolitan. Et là, cette année, c'est encore plus vrai parce que la saison du Metropolitan va s'ouvrir 5 ou 6 semaines après la conclusion du festival avec Macbeth de Verdi. Dans ce temps-là, c'est les mêmes chanteurs, c'est les mêmes musiciens? Pas toujours. Ça dépend vraiment des circonstances. Ça dépend aussi de la disponibilité des uns et des autres. Mais je suis très fier de la qualité exceptionnelle de nos distributions vocales ici au festival. Le rôle-titre sera chanté Macbeth par Étienne Dupuis, qui est un baryton de chez nous, vraiment de chez nous, de Repentigny. Mais c'est pas la raison pour laquelle on l'a engagé. On l'a engagé parce que Étienne est, depuis déjà plusieurs années, l'un des plus beaux barytons pour les rôles de Verdi au monde. On est très heureux qu'il puisse être avec nous. Il est entouré d'une distribution encore une fois, de classe mondiale. De classe mondiale. Puis, Macbeth, c'est la tragédie, c'est vraiment la tragédie du pouvoir. Verdi, c'est Verdi, mais c'est Shakespeare. Verdi s'inspire de Shakespeare, puis Shakespeare s'inspire de la tragédie grecque immémoriale, éternelle. Donc là, on est vraiment quelque part dans quelque chose de permanent, de très ancien, puis en même temps de très contemporain. Hein? Le problème du pouvoir, de son exercice, c'est tout à fait pertinent. C'est d'actualité. Puis c'est ça qui est intéressant. C'était pertinent pour nos prédécesseurs. Puis il faut vraiment aller à la rencontre de ces œuvres-là, de ces chefs-d'œuvre-là, puis voir un peu comment les artistes, les créateurs, en leur temps, se sont s'exprimaient sur ces questions-là. Interprétaient ces expressions-là. Donc, comme toujours, ça va être un très beau festival. Tu dois avoir... T'as hâte que ça commence? C'est à toutes les fois. On se le disait tout à l'heure à micro fermé, j'ai peine à croire qu'on y est déjà. J'ai peine à croire qu'on soit déjà là, que le festival se déroule. Parce que année après année, je me dis, mon Dieu, le temps passe, les mois passent très vite, et puis tout à coup, ça y est, c'est l'été à nouveau.
On revient à Joliette et puis nous pour une nouvelle édition du festival. Mais c'est un grand bonheur, c'est un grand privilège de pouvoir exercer mon métier, puis de le faire en plus ici, sur mes terres natales, pour le public d'ici, ça m'importe beaucoup. Est-ce que tu te sers aussi de qu'est-ce que tu as présenté pour avoir des recruteurs? Je vais dire comme, est-ce qu'il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui vont venir voir, qui vont venir voir les musiciens, les choses que tu les invites en disant, regarde, tu sers de le mentorat, mais tu peux servir de rampe de lancement aussi. Non, on a des visiteurs, j'ai des collègues qui viennent nous voir, bon an, mal an, d'un peu partout. Qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui profitent du festival pour justement peut-être venir entendre certains artistes. Faites du réseautage, oui. Bien sûr, absolument, absolument. Et toi, ça te permet aussi avec eux autres de négocier les prochaines saisons? Ben, c'est sûr que quand on fait venir surtout des groupes, des orchestres, des ensembles de l'étranger, idéalement, il faut essayer de les envoyer dans certains... Il faut idéalement qu'ils aient plusieurs concerts, pas seulement qu'ils soient chez nous, c'est ça. Donc, ces réseaux-là sont quand même assez bien établis, mais il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Ouais. Donc, c'est ça. J'espère que tu vas profiter de ton festival, mais pense aussi à ce qui s'en vient les prochaines années. Complètement. Ton contrat est encore là pour 2028, absolument. Tu vas être là jusqu'au 50e, c'est ça? Ben, au moins l'année prochaine, bien sûr. Oui. Au moins, c'est ça. Bon, mais je te remercie. Ben, c'est moi qui te remercie. On va te reposer un petit peu. Super. On a pris de ton temps aujourd'hui, mais c'est toujours apprécié. Absolument. Pour moi aussi. À bientôt. Depuis ma première cour, je sais que c'est ça que je veux faire. Je peux courser. J'habite à Berthierville avec mes parents, mon épouse, mes 2 enfants. Gilles, quand tu fais de quoi, il fait à 200%. C'est malade! Je vais être un pilote de course, c'est là que je me sens à ma place. C'était pas le meilleur dans ces affaires-là. Ça donne rien. Je gagne. For a driver to be with us, they have to bring $50,000 in sponsorship. J'ai vendu la maison. T'étais supposé te me dire avant de faire des moves de même. T'as une famille. T'es plus tout seul, là. La seule chose qui me retient depuis le début, c'est l'argent. Tu viens pas d'une famille de millionnaires comme les autres pilotes? Je suis pas comme les autres pilotes. Si tu gagnes pas, tu fais pas d'argent. He's putting too much pressure on his tires. He's killing them. Roger 5e, ça donne pas une scène. Si je veux continuer à courser, il faut gagner. Tu voulais que les gens de la F1 te remarquent. Mais c'est le temps, là. Ils sont ici. On mise tout ce qu'on a. Et voilà Villeneuve qui tente le dépassement. Enjoy these last laps, Joanne. Once in a lifetime. People want to follow you, Gilles. They like you. Quand l'auto est exactement là où il faut, je suis capable de la pousser jusqu'à sa limite. C'est comme si je faisais partie de l'auto. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste.
Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses qu'il y a là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Bonjour.
une nouvelle capsule sur le yoga, la méditation, etc. Je suis Jocelyne Aubry de l'école de yoga Espace Terra Yoga et j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je vais vous montrer une posture de yoga. En fait, ce n'est pas tout à fait une posture, c'est plutôt un mouvement de yoga. Et c'est un mouvement qui permet d'améliorer la mobilité au niveau des hanches. Donc, il n'y a pas vraiment... si vous êtes en pleine crise de sciatique, c'est vraiment mieux de ne pas faire ça parce que ça risque d'ajouter encore plus d'inflammation. Mais par contre, si vous êtes sujette à faire aux problèmes de sciatique, ça peut être vraiment un très bon exercice en prévention. Et c'est tout simple. Fait que je vais vous faire la démonstration. Si vous avez un petit coussin, ce serait bien de prendre, d'en avoir un sous la main. Donc, pour cet exercice-là, je m'allonge sur le dos avec les jambes repliées. Et puis, j'écarte les pieds, à peu près 2 pieds d'espace entre mes 2 pieds de distance. Et si vous avez un tapis de yoga, les tapis de yoga mesurent 2 pieds de large, fait que vous pouvez placer vos pieds de chaque côté du tapis. J'allonge les bras de chaque côté à la hauteur des épaules. Si j'ai la tête qui part un petit peu à la renverse, c'est vraiment préférable de glisser un petit coussin sous la tête ou une couverture. OK. Puis quand j'ai pris le temps de bien m'installer sur le sol, là, je commence le mouvement. Avec les jambes, je dirige mes 2 genoux vers la droite sans changer la position des pieds. Donc, mes pieds restent vraiment au même endroit qu'au départ. Donc, en expirant, je descends les genoux. En inspirant, je remonte. En expirant, je descends de l'autre côté. En inspirant, je remonte. Donc, ça s'appelle les essuie-glaces. Fait que vous y allez tout simplement en suivant votre respiration. Et vous pouvez ajouter un mouvement de tête. Vous pouvez tourner la tête dans la direction opposée. Non, c'est-à-dire que si les genoux vont vers la droite, la tête va vers la gauche. Si les genoux vont vers la gauche, la tête va vers la droite. Et ne forcez pas le cou. Allez-y vraiment là, jusqu'où c'est confortable. OK. Et quand vous avez fait une série, vous pouvez faire une série de 20, 25, 30. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Vous pouvez ensuite appuyer les genoux l'un contre l'autre. Donc, les pieds sont toujours distancés. Et puis, poser les mains sur le ventre et faire des respirations profondes, des respirations qui viennent gonfler le ventre. Et voilà. Pour vous redresser, vous ramenez les cuisses sur le ventre, vous roulez sur le côté, vous poussez le plancher avec la main et vous vous redressez. Donc, c'est une façon très sécuritaire de se redresser. Fait que voilà, c'est aussi une posture là, qui est très bonne pour les gens qui ont mal dans le dos. Là. En fait, ça fait bouger les tissus, puis ça favorise une meilleure circulation des fluides, du sang, du liquide lymphatique. Fait que ça permet de mieux hydrater les tissus. Et quand les tissus sont bien hydratés, il y a beaucoup moins d'inflammation possible. Fait que sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et à la prochaine!